Durant les 3 saisons de Fenêtres sur cour, vous avez suivi procès, crimes et faits divers à travers mon regard de chroniqueuse judiciaire. Aujourd'hui, ce podcast s'arrête, mais avant de vous dire au revoir, j'ai voulu vous emmener avec moi sur un procès au long cours. Aucun enregistrement n'est autorisé à l'intérieur d'une salle d'audience. Alors, j'ai embarqué mon micro sur un procès qui s'est tenu autant, si ce n'est plus, à l'extérieur qu'à l'intérieur de la cour d'assises, pour vous faire découvrir le hors-champ de la justice et essayer, ensemble, de répondre à ces questions. Comment naît un fait divers ? Quel rôle jouent les médias là-dedans ? Qu'y a-t-il de si captivant à suivre une affaire criminelle ? Et surtout, qu'est-ce que cela dit de nous-mêmes ? L'affaire Daval, un procès hors champ. Épisode 1, naissance d'un fait divers. Ça m'étonne, parce qu'encore une fois, le fait divers, c'est pas ma tasse de thé. Tous les ingrédients sont là, en réalité, pour que cette affaire Et apparemment, ça intéresse beaucoup de monde. prenne des proportions importantes. C'est fou, pour moi, c'est fou. À ce point-là, il y a quelque chose de magique qui me dépasse. J'ai 2300 personnes de plus qui m'ont suivi en 3 jours. Ça fait 3 ans. Sur Twitter. Et la médiatisation est peut-être même encore plus forte aujourd'hui. C'est ça l'affaire Daval, C'est de la dopamine, c'est de On l'adrénaline. veut faire du buzz, on veut faire de l'image. Bonjour Madame Pouillot. Et c'est pour ça aussi que la meute a l'air d'être... Vous pouvez pas la laisser rentrer ? La meute a l'air d'être violente et agressive. Parce que chaque caméra braquée sur quelqu'un, chaque micro, chaque lumière, c'est agressif. On ne sait jamais ce qui va attirer la meute. Moi, j'aime bien aller voir un paysan, l'interviewer dans son champ et il m'explique pourquoi le maïs ne pousse pas cette année, parce qu'il n'y a pas d'eau, la sécheresse, etc. Il y a des histoires. Jean-François Fernandez est arrivé en 1992 à Radio France. Dans la région aux 1000 étangs, ses habitants, cette quiétude et cette qualité de vie, l'ont convaincu de rester. Il est aujourd'hui journaliste à France Bleu Besançon. Ici, au moins, il n'est pas à la sortie du Conseil des ministres avec sa perche, à capter le même son que tout le monde. Mais un jour d'automne 2017, une histoire en particulier va prendre une ampleur inédite. Le samedi 28 octobre 2017, plus précisément, à Gré-la-Ville, appelé juste Gré par les locaux, un homme de 33 ans pousse la porte de la gendarmerie. Il vient déclarer la disparition de sa femme, partie faire un jogging à 9h du matin. Il n'a pas de nouvelles depuis. Il n'est que 12h30, et le mari pleure d'inquiétude. Il s'appelle Jonathan Daval. Sa femme se nomme Alexia Daval, née Fouillot. Elle a 29 ans. L'affaire Daval, ça commence le samedi, j'avais rien vu passer, c'est le dimanche. J'apprends qu'il y a une disparition, et puis en fin de journée, j'apprends que ça continue. J'ai un collègue pigiste qui était à Besançon, qui est parti à Gré couvrir le premier reportage sur les battues qui étaient organisées. Jean-François Fernandez est en week-end. Mais son instinct de journaliste le pousse à envoyer un texto à son rédacteur en chef, qui lui répond immédiatement. J'allais t'appeler, tu y vas direct. Et là, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et j'ai été happé jusqu'à aujourd'hui, quoi. Dès le lendemain matin, c'est le tumulte. Le journaliste voit débarquer des dizaines de cars régis équipés d'antennes satellites. Il voit des hélicoptères tourner au-dessus de la ville. C'est le début de l'affaire Daval. Trois ans plus tard, novembre 2020, 7h30 du matin. Premier jour du procès. On a reçu tous un mail avec la liste des journalistes accrédités. Des journalistes. Normalement, ça se passe sous l'attente. D'accord. Donc les journalistes dans l'attente. Entre la presse écrite, les radios locales et les grandes chaînes télé nationales,
Une centaine de journalistes est attendue. Et on va gérer l'affluence, d'accord? Parce que vous savez que là, c'est le tirage au sort. Les jurés, ils sont 32. Et ensuite, ils risquent d'être beaucoup moins nombreux. Donc, il y a cette première phase qui nécessite une certaine intendance. Et puis ensuite, bien sûr, on orchestrera mieux le déroulé. D'accord? Voilà. Les 3 salles sont apprêtées pour le procès. Il y a des retransmissions dans 2 autres. Donc, on va y arriver, là. D'accord? Voilà. Hein, bienvenue à Vesoul, la Haute-Saône. D'accord? Voilà. La plupart des reporters ont suivi l'affaire dès ses débuts. Parmi eux, il y a Mathias Tesson, reporter à BFM TV depuis 7 ans. Reporter IG, information générale. Mais par la force des choses et par appétence personnelle, je couvre beaucoup de faits divers. Ouais, j'adore ça. Je m'appelle Bertrand Janot, je suis journaliste reporter d'images. Je travaille pour l'émission 13h15 de France 2. J'adore ça parce que je trouve que le fait divers, c'est une matière qui permet d'être en relation directe avec les gens, avec les émotions profondes. Le 13-15 m'a envoyé là-bas, à Gray, le 2e jour des recherches du corps d'Alexia. On sentait que tout le monde envoyait tout le monde là-bas. C'est une affaire que depuis le début, BFM TV a choisi de suivre énormément. Dès lors qu'Alexia a disparu, tout de suite, de gros moyens ont été déployés. C'est vrai que le 13-15 aime bien faire des trucs où tout le monde va, mais en observant un peu les choses de manière un poil décalée, justement avec un peu de curiosité sur déjà un pré-phénomène médiatique qu'on sentait, quoi. Quand on fait du fait divers, il y a quelque chose qui est probablement un peu indicible, mais qui est de l'ordre du nez, d'avoir du nez. On est un week-end où il n'y a rien dans l'actu, rien du tout. Je pense que c'est pas un hasard. À BFM, on a la chance de pouvoir envoyer beaucoup d'équipes très rapidement. À l'époque, on est au moins 3 équipes constituées de 3 personnes à chaque fois. Donc c'est considérable et c'est très satisfaisant de pouvoir travailler dans ces conditions. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, on ramène de la matière, c'est-à-dire des interviews de proches, que ce soit des époux Fouillot, que ce soit du côté d'Aval. On trouve assez rapidement les possibles avocats. Les avocats. Alexia Fouillot, épouse d'Aval, n'est jamais revenue de son jogging matinal en ce jour d'automne 2017. Ses parents, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot, contactent alors Maître Jean-Marc Florent. Maître Florent n'en est pas à sa première grosse affaire judiciaire. Il sait reconnaître les premiers frémissements d'un raz-de-marée médiatique. Dans cette affaire-là, il y a eu un mot, je dirais, qui a déclenché tout de suite l'attention et l'inquiétude, c'est jogging, joggeuse. Parce que c'est un thème, parce que plusieurs affaires de joggeuses ont été assassinées en France, et que les premiers éléments de langage, de communication dans les 48 heures de la disparition inquiétante de la victime, ça a été, elle est partie faire un jogging et elle n'est pas revenue. On sait que les femmes, à un moment donné, qui plus est parfois celles qui courent, peuvent se retrouver en danger, peuvent croiser la route de quelqu'un avec des mauvaises intentions. Et à l'époque déjà, il y avait tout un débat autour de ça. Les femmes sont-elles en sécurité lorsqu'elles courent dans la forêt? Alexia, elle courait, elle adorait ça. Beaucoup de gens dans l'opinion publique l'ont dit, l'ont écrit. Ça aurait pu être nous, ça aurait pu être notre fille, ça aurait pu être notre gendre. Il y a un phénomène d'identification. Mais moins il y a d'affaires criminelles dans un département, plus elles sont scrutées par l'opinion publique locale. Et si en plus il y a un phénomène fort d'identification à l'accusé, à la victime, à la famille des uns et des autres, en disant ça pourrait être eux, ça pourrait être nous, plus la médiatisation est renforcée. Le premier souvenir que j'ai de cette mission, c'est un jogging solidaire qui est organisé à Gray en hommage à Alexia. Il y a tout un tas de groupes de joggeurs de la région qui décident un dimanche, je crois, de venir courir pour lui rendre hommage. Et parmi tous ces joggeurs, il y a Jonathan, déjà, avec un t-shirt violet, si je me souviens bien, et qui participe à ce jogging, qui court aux côtés de son frère. Et je lui pose une question à ce moment-là à Jonathan. Je lui demande
comment il se sent, est-ce qu'il a des suspicions, etc. Et il me répond pas. Il me répond pas du tout. Il me regarde d'ailleurs à peine. Et son frère d'ailleurs fait barrage à l'époque pour que je n'aille pas plus loin dans la discussion avec lui. On pensait que l'auteur pouvait peut-être être un tiers, un homme de passage, un loup-garou, l'homme en noir. Suite aux battues organisées dans la région, un corps calciné est retrouvé dans le bois de Desmoulins, 2 jours après la disparition d'Alexia Daval. À ce moment-là, Bertrand Janot, du magazine 13-15 de France 2, est au bar La Terrasse, tenu par les parents d'Alexia. Au moment où en fait on retrouve le corps, on ne sait pas encore que c'est le corps d'Alexia à ce moment-là, mais on retrouve un corps et moi je suis avec eux à ce moment-là. Ils reçoivent un coup de téléphone du procureur qui veut les voir et du coup je filme ça. Donc j'ai un lien un peu qui se tisse aussi avec eux. Ils partent en voiture, rejoindre le procureur qui est aujourd'hui dans la salle d'audience. À l'époque, face à la pression ambiante, le procureur de la République, Emmanuel Dupic, décide de donner une conférence de presse. Le corps retrouvé dans le bois des Moulins, enfoui entre 2 arbres, est bien celui d'Alexia Daval. Les obsèques ont eu lieu le 2 novembre 2017. Tous les médias étaient là. Si vous regardez les photos de l'époque, on voit le mari de la victime, Jonathan Daval, pleurant devant un immense portrait de sa femme Alexia, entouré de roses blanches. Quand on voit les photos du mariage, il a sorti le costume de son mariage pour l'enterrement, mais c'est un costume avec des broderies en velours, on a l'impression d'être dans une pièce de théâtre. Par la suite, une grande marche blanche est organisée dans les petites rues de Gré-la-Ville. 8000 personnes répondent à l'appel. Jonathan Daval, le mari de la victime, porte une marinière et un caban bleu marine. Dans ses mains, il tient une rose rouge et une rose blanche. C'est une image que vous avez forcément vue. Son visage en larmes tourne alors en boucle sur les chaînes d'infos en continu. Il y a des milliers de personnes qui participent. Et là encore, il est en tête de cortège. Il est épaulé, soutenu par les Fouillot, par Jean-Pierre et Isabelle. Et il prend la parole à la tribune, devant tout le monde, quoi. Devant les habitants, devant les journalistes. Mon épouse et moi partageons la même soif de liberté à travers nos activités sportives. Alexia aimait nager et courir, passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Elle était ma première supportrice. Durant les 3 mois qui vont suivre, Jonathan Daval va vivre avec sa belle famille, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot. Il mange avec eux, passe les fêtes de fin d'année avec eux et pleure avec eux. L'année commence à peine quand... Un matin, j'étais chez moi au mois de janvier, fin janvier 2018. Mon rédacteur en chef m'appelle en me disant « Écoute, ça crépite là, faut que tu ailles à Gré, il se passe des trucs. » J'y vais direct. Moi, personnellement, j'ai jamais envisagé à ce moment-là qu'il puisse être l'auteur du crime. Certains confrères de presse régionale ont eu à l'époque déjà un peu ce nez de se dire « Tiens, Jonathan, pourquoi pas ?» Fin janvier 2018. 3 mois après la découverte du corps d'Alexia Fouillot, épouse Daval, les gendarmes sonnent à la porte du couple rue Sonjour, à Gré-la-Ville. Jonathan Daval est immédiatement placé en garde à vue. Ses avocats, maître Randall Schwerdorfer et maître Ornelas Patafora, voient leur client partir dans le véhicule. À cet instant, ils sont encore les avocats d'un mari victime du meurtre de son épouse. Ils sont avocats en partie civile. Mais pour combien de temps ? Quand on commence la garde à vue de Jonathan Daval avec Maître Patafora, on n'a pas accès aux éléments de preuve contre Jonathan Daval. Le drap, le tracker, les traces de pneus, le bouchon du produit inflammable, on est au courant de rien. C'est pas dans le dossier. Il n'y a que les gendarmes qui ont ça en leur possession, le juge d'instruction, et c'est tout. C'est tout, parce que c'est la loi. Leur client étant placé en garde à vue, ses avocats n'ont pas accès au dossier à ce moment-là.
On commence la garde à vue dès 9h30 du matin, à 11h, tous ces éléments-là sont dans le journal Le Point. Donc, qui les a donnés au journal Le Point ? Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on est obligé d'adapter une garde à vue, ce que beaucoup de confrères n'ont pas compris et les gens n'ont pas compris, avec les éléments qu'on apprend dans la presse. Ce que les avocats apprennent par voie de presse, ce sont les éléments récoltés par les enquêteurs depuis la disparition de la victime. Sur le corps calciné d'Alexia Daval, ils ont retrouvé un drap, semblable à celui découvert dans la maison du couple. Le tracker de la voiture professionnelle de Jonathan Daval, lui, a enregistré d'étranges allées et venues au beau milieu de la nuit, alors même qu'il a affirmé ne jamais être sorti de chez lui. Enfin, près du corps d'Alexia Daval, sous les branchages, un bouchon blanc a été saisi. Un petit bouchon s'imbriquant parfaitement sur une bouteille de produit inflammable retrouvée dans le garage du couple. Peu à peu, l'étau se resserre. Donc on sait déjà en lisant Le Point que Jonathan Daval, il va être incarcéré dans 48 heures. On le sait. Donc il va falloir qu'on adapte une position dans laquelle, au début, avant de les avoir vus, on dit, voilà, on n'est pas gêné par la garde à vue, on n'a aucun élément, Jonathan conteste, et on voit tout de suite que de toute façon, on n'aurait pas du tout eu cette position si on avait connu les éléments qu'on vient d'apprendre dans la presse et qui vont être déroulés avec Jonathan Daval. Donc on anticipe tout ce qui va se passer et on essaye de préparer. C'est déjà le matin, le fait que votre portable ne puisse plus prendre de messages, que la messagerie est pleine, déjà, systématiquement, tous les matins. Jean-Marc Florent, qui est un avocat de très haut niveau. Dès 7h du matin ou 6h du matin, parce qu'il y a certains de vos collègues qui se lèvent tôt. Donc à partir de là, c'est déjà un souci, parce que vos propres clients, s'ils ont votre portable, ne peuvent plus vous appeler. Qui est une de mes références, d'ailleurs, bien avant l'affaire Daval. Jean-Marc Florent, c'est une vraie gestion de la communication. Pourquoi ? Il y a le standard de votre cabinet qui est également un peu submergé et votre secrétaire se plaint. Donc après, ça veut dire que le choix, c'est de rappeler personne ou de rappeler tout le monde. Mais ça prend beaucoup de temps. Le pôle communication, c'est des dizaines et des dizaines d'heures de travail, qui ne sont pas consacrées à autre chose. Le mieux, c'est quand même d'organiser des conférences de presse. Et je serais tenté de dire aussi, sur le plan de la prudence, parce que les conférences de presse, les points presse à chaud, en sortant d'une reconstitution haute, c'est un exercice très dangereux. Parce que les avocats, il y a une double limite très précise. Il y a le secret professionnel, dont la violation est un délit pénal, et à côté de ça, on peut entraîner des sanctions déontologiques. Les avocats étant une profession soumise à l'ordre, et puis il y a le secret d'instruction également, dont la violation ou le recel est également une infraction. Donc il faut pouvoir informer, donner des éléments, répondre, mais ne pas enfreindre ces deux secrets. C'est un avocat qui a un parcours bien plus étoffé que le mien. Moi, ça fait 20 ans que je suis avocat comme maître Estelle. Jean-Marc Florent a le double d'années de barreau de nous, et il avait vécu l'affaire Dils. Et il a appris, et j'ai appris beaucoup de lui en le regardant. Pourtant, maître Schwerdorfer fait une erreur. Alors que son client est en garde à vue et maintient son innocence face aux enquêteurs, l'avocat sort sur le parvis de la gendarmerie et face à la foule de caméras, il dit Jonathan n'est pas soupçonné par hasard, c'est une réalité, il y a des éléments sérieux qu'amènent les enquêteurs. C'est là où les gens ont dit, mais c'est scandaleux, Schwerdorfer accable Jonathan Daval, il accuse son client, on n'a jamais vu ça, il le balance, il le dénonce. Mais pas du tout. Je sais, dès le premier jour, que c'est terminé pour Jonathan Daval, que c'est lui, que c'est fini. Il y a tous les éléments de preuve contre lui. Donc on essaye de préparer une deuxième phase, parce qu'on sent arriver la dépression profonde et puis une vague d'hystérie folle contre Jonathan Daval. De toute façon, c'est ce qui va se passer. Au bout de la 32e heure de garde à vue, Jonathan Daval avoue. Il est bien le meurtrier de sa femme Alexia Fouillot. Quand on a appris que c'était lui, mais tous les Français qui regardaient le petit écran, qui lisaient le journal, qui écoutaient la radio, se sont dit « mais c'est pas possible, on l'a soutenu ce mec, et c'était lui ». Pascal Robert Diard, chroniqueuse judiciaire au journal Le Monde, écrit un formidable papier dont la conclusion est juste et terrible à la fois. Dans l'affaire du meurtre d'Alexia Daval,
la vidéo de BFM TV constitue d'ores et déjà le plus glaçant des réquisitoires. La force de notre couple nous faisait nous dépasser. Elle élève ce fait divers au rang de passion collective. L'histoire échappe désormais à l'auteur du meurtre et au chagrin de ses proches, pour devenir une sorte de forfaiture nationale. Comme s'il n'était pire crime que celui de la compassion trahie. L'affaire ne s'arrête pas là. Plusieurs mois après ses aveux et son incarcération, Jonathan Daval invoque la thèse du complot familial. Il accuse son beau-frère, Grégory Gay, d'avoir étranglé Alexia, et sa belle famille, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot, de le couvrir. Sa version du complot familial tiendra jusqu'à cette confrontation, incroyable et largement relayée dans les médias, où Isabelle Fouillot, la mère de la victime, fera craquer Jonathan Daval dans le bureau du juge d'instruction. Là, à genoux, il avoue tout. Il était seul. Il a tué sa femme, Alexia, seul. Mais pourquoi ? Gustave Flaubert écrit un jour à un ami « Pour qu'une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps. » Il ne se doutait pas que 2 siècles plus tard, sa remarque serait toujours aussi pertinente. Ce qui caractérise l'affaire Daval, c'est que c'est un feuilleton à épisodes avec des rebondissements en permanence. À suivre sur arteradio.com. Le procès commence tout à l'heure à 9h. Jonathan Daval, poursuivi pour le meurtre de sa femme Alexia. Ce meurtre qui avait bouleversé toute la France il y a déjà 3 ans. Dominique Ries et Jonathan Daval, on s'en souvient, avaient fini par avouer le meurtre d'Alexia. On est aux antipodes d'un féminicide, dit Randall Schwerdorfer, l'un des avocats de Jonathan Daval. Vesoul, novembre 2020, 2e confinement. C'est un contexte sanitaire particulier, où seulement 40 journalistes ont pu être accrédités. Ça veut dire que même sur une équipe de 2 ou 10 personnes, un seul journaliste par média pourra entrer dans la salle d'audience. La température extérieure est de 6 degrés. Tous les restaurants sont fermés. Interdiction de se brancher sur les boîtiers électriques de la place du Palais de Justice. Jean-François Fernandez, le journaliste de France Bleu Besançon, se dit immédiatement « Là, on va vivre 5 jours d'enfer. » L'affaire Daval, un procès hors champ. Épisode 2, dans l'œil du cyclone. La place du Palais est bouclée par des barrières mobiles et gardée par des CRS. En levant les yeux, on peut voir une grande affiche suspendue en haut d'un immeuble. RIP Alexia, Stop Féminicide. La patronne de la Maison de la Presse observe médusée le bal judiciaire. Il y avait beaucoup de mouvements, c'était un peu impressionnant quand même. On n'est pas habitué à voir ce genre de monde devant chez nous à l'ouverture, surtout à cette heure-là. Et après, ça a été crescendo, CRS, journalistes, beaucoup de monde. Il est 8h du matin. Les magistrats chargés de la communication s'installent sous la tente blanche avec un carton rempli de badges d'accréditation. France Info, c'est quoi? Alors moi c'est France Inter, donc France Info il est là. Et France Inter il est là. Voilà, France Info, France Inter. Merci beaucoup. Merci. Pour une couverture médiatique nationale, 40 accréditations, c'est très peu. Certains, qui n'ont pas pu être inscrits sur la liste, tentent leur chance pour obtenir le Graal. Non, mais pour les dessinateurs, il faut prendre un badge d'un ou 3 dessinateurs. Quand celui qui vous prêtera son badge ne viendra pas à l'audience. Il y a 3 places pour les dessinateurs, je peux pas en donner plus. Même devant l'écran. Moi, il suffit que je sois devant l'écran. Alors, devant l'écran, si vous êtes devant l'écran, pourquoi pas. Mais pas ce matin, les dessinateurs, c'est pas possible. Et puis à 8h15, c'est l'open bar.
En France, même s'ils sont en audience publique, il est formellement interdit de filmer ou d'enregistrer les procès. Mais même la presse écrite a besoin d'images pour illustrer ses reportages. Le tribunal de Vesoul, comme cela se fait souvent, a donc prévu un open bar. C'est comme ça que nous l'appelons. 15 minutes où les caméras peuvent entrer pour filmer la salle d'audience vide. C'est bon ? Mesdames, messieurs, les journalistes qui veulent faire des photos, prendre des images, vous allez pouvoir venir. Montrez-nous les accréditations. S'il vous plaît. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'abord, les portiques. Ensuite, monter l'immense escalier en marbre avec lustre et fer forgé. Et découvrir, à l'étage, les 3 salles. La cour d'assises et les 2 salles de retransmission. Mais pour les journalistes restés dehors, On passe par là. Je ne sais pas par où il passe. Par contre, vous, c'est là. Je reste là, d'accord. l'image que tout le monde veut, plus que les belles moulures et le buste de Marianne dans la cour d'assises. Et si à un moment donné vous ouvrez les barrières parce qu'il arrive, est-ce qu'on va devoir s'écarter? Bah oui, surtout pour vous en... Oui, bien sûr. Voilà. Oui, je vous préviens quand même à l'avance. Donc on peut en conclure qu'il passe par là. C'est celle de l'accusé arrivant dans le camion de l'administration pénitentiaire au palais de justice pour l'ouverture de son procès. Bah, normalement oui, mais après ils peuvent changer parce qu'on peut accéder par là. Ouais. On peut accéder par là. C'est étroit quoi. Donc ouais. Selon Si, votre... oui, c'est un vieux tribunal. Selon votre expérience? Non mais... Merci monsieur. Madame la bâtonnière, Madame la bâtonnière. Plus aucun journaliste. Messieurs les journalistes, il est interdit de faire des photos à l'intérieur du tribunal, s'il vous plaît. Allez-y. Assez strict. Assez strict, hein. C'est minuté. Hein. Alors que l'open bar se termine, la famille d'Alexia Fouillot, ses parents, sa sœur Stéphanie et son mari Grégory, arrivent accompagnés de leurs avocats. Au moment où les parties civiles montent les marches du palais, les caméras qui redescendent se braquent sur eux. Juste un mot. Maître, c'est important pour vous que la partie civile soit présente, qu'elle soit là pour voir comment réagit Jonathan? Mes clients, ils étaient là à la marche blanche, ils étaient là aux obsèques. C'était absolument impensable qu'ils ne soient pas là au procès. C'est une famille qui doit rester soutenue. La personne que vous entendez est maître Cathy Richard, avocate de la famille. C'est important que tous ceux qui ont connu et qui aiment Alexia et qui aiment cette famille soient là aussi pour faire face à Jonathan, à ses mensonges, à sa duplicité. Elle est accompagnée de maître Gilles-Jean Portejoie, l'avocat des parents. Ils sont tellement impatients de le voir, qu'ils ne l'ont pas vu depuis la Constitution, de lui poser des questions, d'attendre ses réponses, que l'impatience prime surtout. Donc voilà, nous sommes combatifs. Allez, on y va là. Vous appréhendez de le voir, non, je suis pas peur de le voir. Non. Première suspension d'audience. Nous croisons Mathias de BFM TV. J'utiliserai pas le mot drogue parce que la drogue c'est addictif et à la fin on finit par en mourir potentiellement. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est de la dopamine, c'est de l'adrénaline. Il faut jongler avec de nombreuses émotions différentes. Encore une fois, sans faire de peine à personne, mais en faisant mon travail de journaliste aussi. C'est extrêmement stimulant de travailler à la fois sur cette matière-là, le fait divers, et le retentissement médiatique qu'il y a. T'as vu, là, il y a une quarantaine de journalistes. C'est un grand dispositif. Il y a beaucoup d'attentes autour de ce procès. Donc c'est vraiment la satisfaction d'être au bon moment, là où il faut. Respectez les distanciations, s'il vous plaît. Sur les marches du palais, calepin sous le bras, nous voyons une figure de la presse judiciaire et des faits divers, Michel Marie. 42 ans de carte de presse et presque autant de chroniques judiciaires, puisque mon premier employeur était le Nouveau Détective et c'est toujours mon employeur. Michel Marie n'a pas compté, mais il en est au moins à 1000 procès à travers la France. Ce qu'il nous explique déjà sur les marches du palais, c'est que le procès, c'est une bascule dans un autre temps, le temps judiciaire. On va avoir tous les mêmes infos.
Après, c'est ça la magie du procès, c'est qu'on est 40 journalistes pour une seule info finalement. Donc il va falloir en sortir soi-même ce qu'on a envie d'en sortir, enfin la façon de le raconter. La différence entre le fait divers à chaud et le procès, c'est précisément ça. Là il n'y a plus de source ou pas de source, même si je suis pote avec un avocat, il va pas me faire des révélations qui ne seront pas dans le dossier. Donc tout le monde va avoir accès au dossier et après chacun en fera ce qu'il aura envie d'en faire ou ce qu'il pourra en faire, ce qu'il pourra en comprendre et comment il va le restituer. Ce qui me fascine à chaque fois, c'est la déflagration de l'information. C'est comment, à partir d'un lieu, les journalistes s'aventurent rarement au-delà de quelques kilomètres autour du palais. Comment les mots, les images, se multiplient ensuite dans chaque foyer. Alors moi c'est Valentin Pasquier, je suis dessinateur pour France 3 Bourgogne-Franche-Comté pour le procès d'Aval. Je dessine l'accusé pour le journal de midi du 12-13. On n'a pas accès à la salle d'audience donc il faut faire ça de mémoire. Après 2 ans de prison, voilà, ça peut changer physiquement un accusé. Donc, ouais, comme je disais, avec la barbe, peut-être gagner des kilos ou en perdre. Et donc, souvent, la question se pose, voilà, qu'est-ce qu'il est devenu ? C'est intéressant aussi d'être les témoins et les passeurs de cette image-là aussi. À défaut de pouvoir filmer, de pouvoir photographier, de pouvoir enregistrer. Moi, j'aime bien travailler directement à l'encre de Chine. Là, j'ai fait vraiment un truc griffonné et j'aimerais bien peaufiner les prochains jours. C'est histoire d'être le plus ressemblant possible, quoi. J'espère que ça le fait. Dans le box, Jonathan Daval est vêtu d'une marinière, comme à la marche blanche organisée en hommage à sa femme Alexia. Je l'avais fait un peu trop épais. Je vais essayer de le raffiner un peu. Ah, il fait froid. Et puis je tremble. Rapidement, chacun trouve sa place. Le temps judiciaire, c'est en réalité une bulle hors du temps et du monde. Il n'y a plus vraiment de début ni de fin de journée. On vit, respire, mange et dort procès. On commence à 7h, on se couche à 1h. On débriefe, on enregistre, on écrit. La journée, les enquêteurs, les témoins et les experts se succèdent à la barre. Aux suspensions d'audience, les avocats et les parties civiles descendent pour prendre l'air ou fumer une cigarette. L'occasion de faire des interviews, de raconter ce qui vient de se dérouler. Il faut se tenir toujours prêt. Les reporters d'images à l'extérieur ne savent jamais quand le président de la cour d'assises annoncera une suspension d'audience. Je crois qu'il y a une des salles de retransmission qui est là, parce qu'à chaque suspension, il rouvre les fenêtres, donc c'est une bonne indication, quoi. T'as la version fumée blanche et t'as la version fenêtre ouverte. Ça sort. Ça sort. On reste derrière. On avance en respectant les voisins, tu vois. Et là, ça s'organise. Une foule de micros se déploie en arc de cercle. On se met tous d'accord. C'est à chaque fois pareil. Les journalistes s'attroupent autour de la mère d'Alexia Fouillot. Ok, maître. Là-bas. Tellement dur à supporter un procès, je ne savais pas que c'était aussi intense et cette journée était aussi très, très compliquée. Et chaque matin, on y retourne. À peine le soleil levé, que les caméras se réveillent. Bonjour Madame Fouillot. C'est une journée décisive aujourd'hui, Madame Fouillot, pour vous. Oh, non, vous pouvez pas la laisser rentrer ? Le contraste est criant. Il y a d'un côté les avocats des parties civiles, Maître Portejoie et Maître Richard, la famille Fouillot, Jean-Pierre et Isabelle, les parents, et la sœur d'Alexia, Stéphanie, accompagnée de son mari, Grégory Gay. Ils parlent continuellement à la presse. De l'autre, les avocats de Jonathan Daval, Maître Schwerdorfer, Maître Estève et Maître Spatafora, ainsi que la mère de l'accusé, Martine Henry, eux restent mutiques.
Les premiers avancent tête haute, là où les seconds évitent le bouquet de micros. On va être dans notre procès et rien d'autre. D'accord. Bon on va vous laisser boire votre café vu que vous venez pas Prenez un boire café, tranquillement. on a le temps. Ok, À merci. tout à l'heure. Il est comment ce café, maître Chandon? Magnifique. Magnifique. Les Allons-y. cafés de Vesoul, c'est les Serré. meilleurs. Merci en tout cas, bon courage. À tout à l'heure. Autour de nous, des passants s'arrêtent. BFM TV nous ont bien conditionnés. Ils ont annoncé l'affaire Daval à plusieurs reprises. Alors ils ont fait une série, là, vous avez vu. Série de 4 épisodes, je crois. 2 épisodes hier, 2 ce soir. Avec des lancements, des trucs, ils en parlent. Je suis le numéro d'écrou 40 221. Je m'appelle Jonathan Daval, j'ai 36 ans. Je suis en prison pour le meurtre de ma femme. Un feuilleton. Ah oui, feuilleton, oui. À suivre. À Vesoul, les journées d'audience sont de plus en plus longues. Le médecin légiste passe près de 9 heures à exposer son rapport d'autopsie et à répondre aux questions. En ce mois de novembre 2020, où le monde est plongé dans l'incertitude sanitaire, une chose doit être certaine, Jonathan Daval est coupable du pire. On parle des traces de médicaments retrouvées dans le sang d'Alexia. Soumission chimique, clament les avocats des parties civiles. On parle de viol post-mortem, car du sperme a été retrouvé sur la culotte et le short de la victime. Mais au 3e jour d'audience, Jonathan Daval ne s'est toujours pas exprimé. Bien sûr. Il est tellement là en plus. Je veux bien qu'on ait passé plus de temps sur l'expert toxicologique que sur Daval. Mais Sa, oui. sa Mais oui. psychologie, ses proches, c'est quand même un peu spécial. Surtout qu'il y a les 5 témoins d'hier après-midi qui sont aujourd'hui en principe. Et personne ne sait comment, dans ces conditions, le procès va pouvoir se terminer vendredi soir comme le prévoit le planning. C'est impossible, ce serait quand même... Enfin, la personnalité, c'est tellement central. Si tu enlèves tout ce volet-là, ça devient un dossier d'expertise, quoi. Ouais. Sur lesquels il n'y a absolument aucun enjeu. Ils disent ne pas être directement impactés par le retard. Les avocats de la défense, ils plaideront en début d'après-midi, donc vendredi. Bon. Donc a priori, ce procès va quand même se terminer cette semaine. Vendredi, samedi, on ne sait pas encore. Nous ne savons toujours pas pourquoi. Pourquoi Jonathan Daval a commis l'irréparable? Pourquoi, après lui avoir asséné entre 5 et 10 coups de poing au visage, a-t-il étranglé sa femme après 12 ans de relation? Les interrogations les plus morbides sont posées et l'accusé est réduit à être une ombre dans le box. Donc on fait une nuit blanche, on fait un Là, ça marathon, devient là. du délire. Il ne fait pas du tout rentrer. Non, pas du tout. Et si on n'entendait bon pas, si on n'entendait pas Jonathan? Arrive enfin le soir du 3e jour. Allez. Donnez-moi du courage, les journalistes. La maman d'Alexia tenait un bar. Quand on a un contact avec les clients, on sait parler avec les gens. Elle est au conseil municipal à Grès. Donc tout ça, elle l'avait en elle. De la même façon qu'elle a fait avouer le meurtre de sa fille à Jonathan Daval dans le bureau du juge d'instruction, Isabelle Fouillot espère lui parler une dernière fois et être celle qui amènera la vérité. Du côté de la presse, on s'interroge. Il ne se passe plus rien dans la salle d'audience. Tout s'est fait à l'extérieur, avec ces parties civiles qui passent leur temps à venir commenter un procès qui... On n'a jamais vu ça. Et ensuite, un président qui laisse une partie civile faire l'interrogatoire de l'accusé. Mais on est chez les fous. On est chez les fous. Pardon, ça ne se fait pas. Et que penser de Grégory Gay, le mari de la sœur d'Alexia Fouillot? Le beau-frère qui a été incriminé, qui est devenu un obsessionnel du dossier. Ah oui, quoi. oui, C'est incroyable. Ils l'ont transformé en Sherlock Holmes. Si au départ il a pu paraître froid, voire rigide, s'appropriant le dossier comme s'il en était le juge, sa déposition à la barre montrait ce qui l'animait vraiment. Il s'était retrouvé accusé de meurtre par Jonathan Daval lors de la théorie du complot familial. On insistait vraiment pour qu'il ait une émotion ou quelque chose, alors que c'était vraiment le regard. Il était là pour nous décrypter le dossier. Oui, tout à fait. Oui, oui. Ingénieur de formation, il s'était plongé à corps perdu dans le dossier, décryptant chaque détail comme pour résoudre une équation. Comment se réapproprier son histoire? La famille d'Alexia Fouillot l'a compris. Occuper le temps d'antenne, c'est réduire la distance entre ceux qui font le procès et ceux qui le regardent de loin. Les parents d'Alexia ont été frappés par la douleur de la perte de leur fille.
Les caméras sont arrivées, ils se sont mis à parler. Moi, je me souviens de la maman d'Alexia qui s'adresse à une caméra en disant mais on souffre trop, dites-nous où elle est, relâchez-la, parce qu'on pensait que c'était un enlèvement. Et donc, on lui a appris, nous les médias, à utiliser les médias. Et elle a utilisé les médias pour passer le message. D'abord pour dire « rendez-moi ma fille ». Et puis elle a vu que effectivement, ping ping, ça matchait. C'est peut-être nous les médias qui avons créé la maman médiatique. Mais cette occupation de l'espace a un prix. Filmée, interviewée pendant les 3 ans de l'instruction, la famille Fouillot a vu son propre reflet. Elle a vu le hors-champ. Elle a eu cette conscience accrue que les propos étaient scrutés, montés et mis en forme. D'un coup, c'est comme si le 4e mur, ce fameux mur invisible qui sépare les acteurs et les spectateurs au théâtre, tombait. Dans une affaire criminelle, à travers la victime, chacun se raconte soi. Quand tous les regards sont braqués sur un fait divers, les personnes directement concernées par le crime, familles et membres de l'institution judiciaire, peuvent-elles ne pas changer? Isabelle Fouillot aurait-elle voulu faire parler Jonathan Daval si elle ne pensait pas que c'était son rôle et ce qu'on attendait d'elle? Aurait-elle agi différemment si nous n'avions pas été là? Aux dernières lueurs du 3e jour du procès, Jonathan Daval se lève. Il présente d'abord ses excuses à la famille, aux gendarmes et à la France entière. Car à travers les médias, le public est désormais impliqué dans le fait divers. Le président de la cour d'assises commence alors les questions. Dans la salle de retransmission, les écrans montrent Jonathan Daval livide. Ses réponses se font de plus en plus courtes. Il cligne des yeux. 1 fois, 2 fois. Je le vois flancher. Je crie à mes collègues dans la salle de retransmission. Il fait un malaise. L'audience a été très longue, la salle est petite, et je pense aussi qu'émotionnellement la journée a été très dure. Des témoignages très forts, très signifiants. On a eu celui d'Isabelle Fouillot, qui n'ont pas du tout laissé indifférent, bien évidemment, Jonathan Daval. Celui de Jean-Pierre Fouillot aussi a été absolument déterminant dans la journée. Et je pense qu'avec la fatigue, la chaleur, Jonathan fait 3 heures de route par jour. Aller-retour, c'est compliqué, il dort très peu, ce qui peut expliquer ce malaise. À suivre sur arteradio.com. Aujourd'hui, on se retrouve à Vesoul où a lieu le procès Daval. Donc on est ici depuis dimanche. On est vendredi aujourd'hui, donc ça fait maintenant 5-6 jours. On reçoit un texto, Jonathan Daval fait un malaise. Et d'un coup, c'est la folie. L'affaire Daval, un procès hors champ. Épisode 3, la banalité du mal. Et d'un coup, je sens plein de journalistes reporters d'images courir vers la deuxième sortie du palais de justice. Et là, je comprends très vite qu'il y a une image à faire. Et pour moi, tout simplement, c'était le fourgon qui partait vers l'hôpital.
Je suis le premier à dégainer. On a une autre journaliste reporter d'image qui était un peu plus loin, donc je sais que c'est à moi de faire cette image-là. Il faut savoir que le palais de justice est entouré de barrières métalliques et que l'espace pour sortir et rentrer est très restreint. Et effectivement, je me prends les fils sur la barrière métallique et vu que c'est la folie furieuse, j'ai un autre journaliste reporter d'image qui me pousse dans le dos. Mon tir se tend. Ma plus grande crainte à ce moment-là, c'est que ma caméra se déconnecte de mon Navy West et que mon image ne soit plus en live. C'est de louper ce moment-là. Parce qu'on a conscience d'être tous dans un moment qui est assez solennel. C'est un procès très médiatique. C'est un peu la guerre de l'image. Et si moi je ne l'ai pas, peut-être que mon concurrent l'a. Dans cette guerre de l'image, la pression est à son paroxysme. BFM TV appelle des renforts. Écoutez bien la réaction de l'autre journaliste quand elle apprend au café. En fait, alors il renvoie 2 équipes. Il y a une équipe qui est agréée et une équipe qui va venir en renfort ici. Non, mais c'est abusé, stop, arrêtez. Mais pas de chef de carte. Alors nous, on a besoin que de chef de carte. C'est ça, c'est ce que je leur ai dit. Mais du coup, ils envoient une équipe complète. Julie Janus, je suis journaliste reporter d'image à LCI. Je suis choquée et un peu apeurée parce que nous, on n'est que 2. Face à du coup 11 personnes, je ne pense pas qu'on pourra lutter face à eux. On ne pourra pas avoir toutes les images ou toutes les interviews comme eux. Mais c'est pas grave, hein. On fait ce qu'on peut. Là, je trouve que ce procès-là, c'est compliqué à vivre parce que justement, on est dehors. On est dans l'actu, mais en dehors parce qu'on est dehors toute la journée. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Il y a les moments de suspension ou les fins de procès, de journée de procès, où du coup, on participe un peu plus. Mais c'est vrai que c'est compliqué à vivre. C'est physique, on commence tôt, on finit tard. On enchaîne les directs et les demandes de nos rédacteurs en chef. Moi, j'aime bien encore ce côté adrénaline, mais c'est vrai que cette semaine est particulièrement compliquée. J'ai jamais vécu ça avant. Si on finit dimanche, moi j'ai posé ma semaine prochaine, totalement. Parce que c'est vraiment compliqué, il faut décompresser, on a la route du retour en plus, la semaine à évacuer, non, c'est trop compliqué, c'est épuisant. C'est d'autant plus épuisant qu'aujourd'hui la pratique du journalisme évolue. Les journalistes ne se cantonnent plus à leur papier. Je m'appelle Samuel Goldschmidt, je suis journaliste à RTL depuis 25 ans. Moi je suis le correspondant dans la zone Est, c'est pour ça que je viens ici. Je ne suis pas spécialisé d'ordinaire en justice. Je sais à quoi ressemble un procès, j'en fais régulièrement, on m'a demandé de le faire parce que c'est dans ma zone. Donc j'aborde ça moi de manière assez détachée. Mais comme je me suis mis, j'avais le temps, j'avais l'ordinateur, je me suis mis à faire le live tweet. La bruine matinale fait frissonner le banc de brume qui s'accroche encore aux méandres de l'Ognon. Le martin pêcheur de Bussé-l'Étrave cueille la blette dans la Saône. La biche du bois de Faverney s'éclipse dans un taillis. À Vesoul, c'est le 4e jour du procès d'Aval. C'est très bien parce que ça m'oblige à rester concentré et à bien suivre tous les débats. Et du coup, ça me permet aussi, j'espère, de bien le raconter précisément à l'antenne. Quand il y a beaucoup de pression, quand il y a beaucoup d'agitation, je retourne à la base, je raconte ce que je vois et ce que j'entends. Le fait divers, c'est pas ma tasse de thé. Ça m'étonne vraiment, mais je vois un intérêt, c'est fou, pour moi c'est fou. J'ai 2300 personnes de plus qui m'ont suivi en 3 jours, sur Twitter. Moi, ça m'échappe un petit peu, et alors je les accueille volontiers, voilà, donc je raconte, et apparemment ça intéresse beaucoup de monde. Pourquoi le crime fascine ? C'est une question que l'on nous pose tout le temps en tant que chroniqueur judiciaire. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Mais dans l'affaire d'Aval, le mot qui revient souvent est... Il y a un feuilleton qui s'engage en fait. C'est que c'est un feuilleton à épisodes avec des rebondissements. Feuilleton, oui. Et le principe de tout feuilleton, c'est de s'attacher à des personnages. Contrairement à ce qui s'est passé pendant l'instruction, Maître Randall Schwerdorfer se confie peu à la presse. Parfois il dit « peut-être ce soir », et puis finalement, il s'échappe avant que les caméras ne puissent l'atteindre. Ce qui m'a sidéré au départ de l'affaire d'Alexia Daval et de Jonathan Daval, c'est quand j'ai vu sur un média qui est Randall Schwerdorfer, l'avocat qui défend Jonathan Daval. Ça m'a marqué parce que je me dis mais quel est l'intérêt ? En fait, je ne le comprendrai que plus tard. Pourquoi on parle de moi là ? À ce moment-là... Enfin, pour moi, on parlait de l'affaire Daval, si vous voulez. Et tout d'un coup, on a commencé à parler de moi. Je n'ai pas compris. Maître Schwerdorfer essaie d'échapper à son personnage.
J'étais très libre dans mes propos. Moi, je n'étais que l'avocat de Jonathan Daval. Et d'un moment, je suis devenu un des personnages de l'affaire Daval. Et je voulais pas être un personnage de l'affaire Daval. Quand en janvier 2018, son client avoue le meurtre de sa femme, l'avocat ne se retrouve pas seulement brûlé par le feu médiatique, il est aussi celui qui souffle sur les braises. À ce moment-là, en direct à la télévision, la famille d'Alexia découvre la ligne de défense de leur gendre tant aimé. Il nous annonce que Jonathan a avoué. Willy Graff, du quotidien L'Est républicain, a suivi toute l'affaire. Et il part tout de suite sur cette ligne de défense qui lui attirera beaucoup, là encore, de reproches et de critiques, d'une personnalité écrasante, ce sont ces mots d'Alexia, d'un accident qui se serait produit. Et il se souvient aussi de ce moment où tout a basculé pour Maître Schwerdorfer. Et voilà, il est déjà en train de plaider, en fait, à ce moment-là. On comprend qu'il plaide à chaud sur quelque chose qui vient de se passer quelques minutes auparavant. Et c'est ça l'affaire Daval. Il n'y a pas de temps d'attente. Tout part tout de suite en temps réel sur les médias. Et les gens, dans leur canapé, vivent en temps réel cette affaire. Il n'y a pas que les mots. L'image aussi est cruciale dans ce genre d'affaires. De la même façon que tout le monde se souvient du visage grimaçant de Jonathan Daval lors de la Marche Blanche et de sa marinière, tout le monde retient le visage de son avocat. Je pense correspondre à un certain cliché, stéréotype, les chemises ouvertes, les poils qui dépassent, ma coupe de cheveux. Bon, les gens se disent, tiens, voilà un macho parfait qui doit être insupportable avec les femmes. Bon, c'est l'image, et on renvoie une image. Et je comprends tout à fait, comme certains ont préjugé de l'image de Jonathan, efféminé, donc forcément homosexuel. Pas du tout. Tous les personnages dans cette affaire vont accrocher. Les parents d'Alexia vont être des personnages centraux de la médiatisation. Ils ont une communication qui est très différente de celle qu'on va trouver dans les médias habituellement pour ce type d'affaires criminelles. Tous les ingrédients sont là en réalité pour que cette affaire prenne des proportions importantes. À ce point-là, il y a quelque chose de magique qui me dépasse quand même. Ça fait 3 ans. Et la médiatisation est peut-être même encore plus forte aujourd'hui. Et petit à petit, image après image, s'est instaurée une surenchère médiatique. On a l'impression que c'est une affaire d'État. Michel Marie, du Nouveau Détective, en est le premier étonné. Je pense que même aux attentats du Bataclan, il y avait moins de monde devant le soir même. Là, il y a une espèce d'hystérie collective. Alors, moi, je ne m'inclus pas dedans parce que de toute façon, c'est mon quotidien. Je ne fais que ça ou quasiment que ça. Moi, quand il y a un petit procès d'un petit monsieur qui tue sa petite femme, détective est généralement présent au procès, mais on est 3 ou 4 confrères. Et là, quand j'ai vu la meute de confrères, les plateaux de toute cette télévision d'infos continues, avec des pseudo-experts, des avocats qui ne connaissent pas le dossier, des psychologues qui ne connaissent pas le dossier, d'autres journalistes qui ne connaissent pas le dossier, on est aux confins du ridicule et je pense qu'on se dessert, enfin on dessert la profession. Chroniqueur judiciaire, c'est une spécialité. Et là, on veut faire du buzz, on veut faire de l'image, on veut faire des plateaux. J'ai vu un animateur de télé, j'appelle ça comme ça, qui expliquait ce qui se passait à l'intérieur de la salle d'audience, mais il n'y était pas. J'ai vu des experts psychiatres sur des plateaux de télévision faire l'expertise psychiatrique de Jonathan Daval sans jamais l'avoir rencontré. Et d'une façon totalement péremptoire, avec écrit en dessous « expert ». Il devrait se taire, ou bien il devrait avoir les éléments du dossier. Parce que l'information est plus rapide qu'elle ne l'était il y a 20 ans dans 10. On attendait le Figaro, Le Monde, les Libérations du lendemain. Donc les gens avaient le temps de un peu plus réfléchir. Maître Jean-Marc Florent, avocat des parties civiles lors de l'instruction du dossier. Et puis les 20h, on savait très bien qu'il fallait boucler pour 17h si on voulait que ça passe dans le 20h. Là maintenant, c'est quand même en continu. Les chaînes en continu, notamment BFM, ont passé des journées entières durant l'instruction sur cette affaire-là, avec des alertes infos parfois surprenantes. Moi, je me souviens d'une alerte info qui m'avait interpellé. C'était en raison des chutes de neige, Jonathan ne pourra pas être extrait et entendu par son juge. D'accord, mais pourquoi pas, hein? Mais est-ce qu'une information négative est une information? C'est pas une critique, c'est une constatation. Mais ça m'était resté, ça, parce qu'effectivement, il y a beaucoup neigé. Et comme il était détenu à Dijon et qu'il fallait remonter à Besançon, la route elle est comme elle est, mais quand ça tombe, ça tombe.
La surmédiatisation, ou l'hystérie collective comme l'appelle Michel Marie, se retourne tôt ou tard contre tous. Le flot d'informations devient tel qu'on n'a plus besoin de connaître la justice, son fonctionnement et ses petites manies pour avoir un avis sur l'affaire. C'est à la fois l'accélération de l'information, je pense aussi la dramatisation parfois de l'information, à tort ou à raison, et c'est ce qui fait aussi que ça passionne l'opinion publique. Nous pouvons la suivre sur les réseaux sociaux, dans les journaux et à la télévision, en simultané. Une même information va se répéter en boucle. Et c'est presque comme si un même événement avait eu lieu plusieurs fois. C'est vrai qu'il devient plus fort, plus scandaleux ou plus tragique. On en a beaucoup discuté à la rédaction, entre confrères, avec nos chefs, sur ce côté immédiat que nous imposait l'affaire Daval. Willy Graff, de l'Est républicain. Être là tout de suite, dès qu'il se passait quelque chose. Et c'est un piège pour nous, journalistes, parce qu'on se doit de vérifier les choses, de donner une certaine perspective à nos lecteurs pour des clés de compréhension, et c'est difficile à faire à chaud. Donc on a été, tout au long du traitement de cette affaire, dans un espèce d'équilibre à trouver entre cette pression et cette attente du public qui voulait savoir tout de suite, et puis nous, qui sommes tenus de faire attention, et on est responsable de ce qu'on écrit ou de ce qu'on dit. Moi, j'ai toujours été tiraillé par ça, et c'était quelque chose professionnellement d'assez nouveau et d'assez intense à vivre. Et pourtant, malgré la multiplication des canaux d'information, il y a des sursauts de réflexion, de lucidité. Sommes-nous encore prêts à tout ? Qu'en pense Michel Marie ? Les temps ont changé. J'ai vécu Grégory à l'époque des faits. C'était absolument n'importe quoi. Les confrères se comportaient comme des voyous, violaient l'intimité des familles en permanence, volaient des photos, poursuivaient les gens dans la rue, même s'ils ne voulaient pas être filmés, ils les filmaient quand même. Ils leur arrachaient leur capuche pour les filmer. Là, on a des gentlemen. On a des gentlemen qui, lorsque madame Untel ou monsieur Untel dit non, je vous remercie, j'ai rien à dire et je veux pas que vous me filmiez, les caméras se détournent, les micros s'en vont. Moi, j'ai pas vu un débordement depuis que je suis arrivé. Ça, on le voit quand même rarement, justement. Hortense Gérard. Cette idée de respecter les gens qui... Journaliste reporter d'images à BFM TV. Ne veulent pas parler. En fait, très souvent, tous les jours, on viendra réinsister, parce que si ça se trouve, ça a changé. Martine Henry, la mère de Jonathan Daval, a évité les médias durant toute la durée du procès. Et en fait, là, comme elle a couvert son visage en arrivant, comme on a découvert aussi le fait qu'elle était en fauteuil roulant, moi je ne le savais pas, et bien ça aussi, ça m'a un peu mis une certaine distance avec elle, parce que je me suis dit, elle est particulièrement en état de faiblesse probablement, et puis d'ailleurs elle s'est caché le visage, donc là je me suis dit, c'est pas le moment d'insister. Et j'ai pris mon temps, et on est allé la voir le soir même, sans caméra. Ça aussi c'est très important, je suis très consciente de ce que ma caméra fait. Et c'est pour ça aussi que la meute a l'air d'être violente et agressive. C'est parce que chaque caméra braquée sur quelqu'un, chaque micro, chaque lumière, c'est agressif en soi. Mais il y a quelqu'un derrière la caméra, sauf que dans la meute, j'existe plus. Je suis plus là, moi, il n'y a que ma caméra. Le crime est une matière inépuisable. Dans cette quête effrénée, comprendre pourquoi les choses sont arrivées, rien ne nous prépare à l'absence de réponse. On se dit toujours, si j'aborde les choses sous cet angle, si telle question était mieux posée, alors j'aurai la clé. Je saurai pourquoi. À la cour d'assises de Vesoul, Isabelle Fouillot elle-même n'a jamais réussi à obtenir une réponse satisfaisante à sa question « Pourquoi ma fille est morte ?» Je suis déçu par le côté extrêmement plat du personnage, qui est un type sans relief. Enfin, on ne sait même pas d'ailleurs au bout de 5 jours d'audience ce qui s'est véritablement passé. C'est l'avocat général, je crois, qui disait on sait le comment, mais on ne sait pas le pourquoi. Pourquoi a-t-il tué sa femme ce jour-là ? On n'en sait rien. On en est réduit à faire des hypothèses après 3 ans d'instruction et 5 jours de procès. À une suspension d'audience,
les journalistes de France Inter et du Parisien discutent. On dit que la phrase c'est le février, c'était pas un homme. Ouais, mais on ne saura jamais. Mais moi, pas. je crois pas que la phrase c'est je veux te quitter. Je crois pas. Mais je me trompe peut-être. L'absence de réponse est déjà une réponse. Il a dit je vais te quitter. Peut-être qu'elle lui a dit j'en ai marre, je me barre et que c'est ça qui l'a fait briller. Mais la nature a horreur du vide. Et pour l'opinion publique, cette explication n'est pas forcément suffisante. Il y a un moment, il faut arrêter de croire que les criminels c'est sûr, sont sauf rationnels. que quand elle lui dit quelqu'un de raisonné fait pas ça, mais oui, mais il n'est pas dans la raison à ce moment-là. Le moment du crime. Enfin, on a tous vécu des assises. C'est débile le passage à l'acte la plupart du temps. Oui, c'est n'importe quoi. Les gens sont pris dans un truc. Les criminels ne sont pas rationnels. Et la plupart du temps, le criminel, c'est un pauvre type, quoi. Jonathan Daval peut-il encore être un homme ordinaire ? Aujourd'hui, dès que quelqu'un est accusé d'un crime et que ce crime devient médiatique, immédiatement, il est qualifié de monstre. Maître Randall Schwerdorfer. Sur les réseaux sociaux, on voit une hystérie qui apparaît, des préjugements immédiats où on ne veut plus de procès. Il faut l'exécuter tout de suite. Pourquoi faire un procès ? Puisque c'est un monstre et qu'il a tué, par exemple, autant le tuer, tout de suite. Il y a une sorte, je trouve, de régression actuellement, parce que là où on devrait essayer de comprendre les passages à l'acte, chercher les tenants et les aboutissants d'une affaire criminelle, on a tout de suite un jugement. Avant tout procès. Et on se pose même la question de l'utilité du procès. Et puisqu'il y a quelque chose d'insupportable à ne pas savoir, on peut être tenté, nous, de rendre l'inexplicable rationnel. On ne sait pas parce que l'accusé ne veut pas qu'on sache. Il tait un secret, il n'a pas tout dit. Comment pourrait-il en être autrement ? Ainsi, au dernier jour du procès, l'avocat général Emmanuel Dupic requiert la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité. Ce qui va être plus fatigant ou embêtant, ça va être le verdict. Parce que dans ces procès d'assises, ce qui se passe, c'est que tout le monde plaide. Et une fois que tout le monde a plaidé, le jury se retire pour délibérer. Et bien là, on sait quand ça commence et on ne sait pas quand ça finit. Dans l'attente du verdict, samedi 21 novembre 2020, nous sommes en train d'interviewer l'avocate de Jonathan Daval, maître Ornella Spatafora. Oui, ça a été une semaine particulièrement intense. Honnêtement, je suis un peu déconnectée de la réalité. Ce matin, je me suis levée, je me suis dit, on est quel jour déjà ? C'est un dossier qu'on suit depuis 3 ans et c'est vrai que ce procès, c'est la concrétisation avec les enjeux qu'on connaît et avec une peine, à savoir le maximum, perpétuité. Donc, on l'a pas vraiment senti venir dans le réquisitoire de monsieur l'avocat général. On n'a pas trop compris comment de telles réquisitions arrivaient. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on s'attendait quand même à un minimum de motivation sur pourquoi on en arrive à solliciter une telle peine. Parce que, voilà, il y a Jonathan Daval, la médiatisation. Désolé les gars, ça vient de tomber. Ah, faut qu'on aille ? Ah oui, c'est pour ça que je me serais pas permis de... Attendez, Martine, attends, faut que j'appelle Martine, Ce samedi 21 novembre 2020, Jonathan Daval a été condamné par les jurés de la cour d'assises de la Haute-Saône à une peine de 25 ans de réclusion criminelle. Mais la vérité, même pour lui, n'existe pas. C'est la limite du journalisme et de la justice. C'est peut-être ce qu'il y a de magique, pour reprendre le terme de maître Schwerdorfer. Il n'y a pas de morale à la fin de l'histoire. Tout le monde a la possibilité de voir ce qu'il veut y voir. La vérité n'est pas un bloc monolithique. C'est un assemblage des petites réalités de chacun d'entre nous. Quand les caméras s'éteignent, enfin, chacun rentre chez soi avec ses propres réponses. Arte Radio. 3 semaines après la fin du procès, une nouvelle disparition fait les gros titres des journaux. Une femme, Delphine Jubilard, a mystérieusement disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Alors, toutes les caméras se sont rallumées. .com